Bonjour Monsieur Charbonnier, comment allez-vous? Bonjour, parfaitement bien. Merci de nous recevoir. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis médecin anesthésiste réanimateur, toujours en exercice, et je m'intéresse depuis plus de 30 ans aux expériences vécues par celles et ceux qui ont connu des arrêts cardiaques. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Ces expériences me passionnent parce que j'ai vécu moi-même une expérience qui m'a complètement transformé. J'étais persuadé à la fin de mes études de médecine que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques. Et j'ai vécu une expérience en SAMU qui m'a fait comprendre que non, nous sommes beaucoup plus que ça. En fait, c'était un blessé que je n'arrivais pas à réanimer et qui, au moment de sa mort, m'a fait comprendre que la vie continuait de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai senti, c'était assez puissant comme expérience, suffisamment puissant en tout cas pour bouleverser tout ce que j'avais appris. J'ai senti quelque chose de vivant qui sortait de ce corps, qui m'a frôlé le visage sur la droite et qui était joyeux et qui était vivant. Donc voilà, là je me suis dit ok, c'est ça, on est un esprit incarné et cet esprit continue son évolution une fois que la mort arrive. Vous avez des principaux secteurs professionnels ou de recherche dans lesquels vous travaillez? Depuis que je m'intéresse à ces sujets, j'ai recueilli des centaines de témoignages de personnes qui ont vécu des choses extraordinaires au moment de ces arrêts cardiaques. Et une chose est récurrente et une chose est certaine, c'est que ces personnes sont débarrassées des angoisses de la mort, sont soulagées par rapport aux souffrances du deuil et aussi sont soulagées par rapport aux angoisses de leur propre finitude. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que, en reconstituant cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? Et en fait, les résultats que j'obtiens dans ces ateliers d'hypnose dépassent de loin tous ces objectifs, puisqu'il se passe bien d'autres choses que ces apaisements par rapport au deuil et par rapport à la souffrance Vous avez un pourcentage par rapport à ces ateliers? Nous avons dépassé maintenant 13 000 participants, donc c'est considérable, depuis 4-5 ans qu'on fait ces ateliers, c'est plutôt dans les 3 dernières années que ça s'est développé. Et sur le premier millier de TCHistes, le statisticien a relevé 669 personnes qui avaient coché la case « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt » après mon expérience d'hypnose. Donc ça fait 67%, 669 personnes sur 1000, c'est quand même assez considérable. C'est mieux que dans l'expérience de mort provisoire, puisque là, on est en dessous de ces chiffres. Vous avez d'autres recherches que vous faites actuellement, que vous menez? Actuellement, mes recherches sont centrées donc, sur ces ateliers d'hypnose. On voit que c'est vraiment une mine d'investigation considérable, puisqu'il se passe bien d'autres choses que ce contact avec des défunts. Il y a par exemple des gens qui vivent des expériences de sortie de corps, qui peuvent visualiser ce qui se passe à distance de leur corps, et ils peuvent vérifier après que ce qu'ils ont perçu s'est bien réalisé. Il y a des gens qui voient leur futur, et là maintenant avec le recul de plusieurs années qu'on a, il y a un certain nombre de futurs qui ont été validés. Il y a des gens qui se voient régresser dans des vies antérieures, qui ont ainsi l'explication de certaines angoisses ou de certaines phobies en voyant les circonstances de leur mort dans une vie antérieure par exemple. Il y a aussi des gens qui ont des perceptions télépathiques. Il y a aussi des gens qui ont des soins énergétiques. Ces soins énergétiques, c'est assez nouveau dans les ateliers. Il y a des gens qui ont, par exemple, guéri de pathologies chroniques au cours d'une seule séance. Alors on peut se demander comment ça se fait, comment ces gens peuvent être guéris sous hypnose, alors que ce n'est pas le but cherché. Et quand on fait le parallèle avec les expériences de mort provisoire, eh ben, on s'aperçoit que des personnes aussi, en EMI ou en EMP, moi je préfère appeler provisoire imminente, eh ben, ont été guéries de certaines pathologies, comme par exemple Anita Morjani, qui est revenue quand même de son expérience totalement guérie d'un Hodgkin grade 4 avec de grosses tumeurs médiastinales. Elle fait une incursion dans l'au-delà, elle revient totalement guérie et aucune explication. Le professeur Eben Alexander aussi, neurochirurgien à Harvard, fait lui une méningoencéphalite à Escherichia coli qui est mortelle dans 98% des cas. Il revient guéri sans séquelles de cette expérience après avoir fait une incursion dans l'au-delà. D'ailleurs, il a écrit un livre, Proof of Heaven, la preuve du paradis, alors que c'était un matérialiste pur et dur et complètement converti à cette réalité. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de l'hypnose?
Les ateliers que je propose sont des ateliers que j'appelle transcommunication hypnotique. Alors, il est vrai que l'hypnose fait un peu peur. Avec le recul, j'aurais préféré les appeler les ateliers de transcommunication méditative. Parce que franchement, l'hypnose a très mauvaise presse. L'hypnose fait peur. Peut-être que c'est à cause de ces spectacles grand public où on voit des gens se monter sur scène, on a l'impression qu'ils sont sous la domination de quelqu'un et qu'ils font n'importe quoi contre leur volonté, alors que c'est pas du tout ça l'hypnose. Les gens qui montent sur scène sont d'accord pour faire ça, ils sont sous hypnose, mais ils ont été sélectionnés par des tests comme étant favorables aux suggestions. Il y a des facilitants qui montent avec eux sur scène pour reproduire les gestes qu'ils doivent faire. Bref, il y a tout un tas de trucs. Et les gens, quand ils voient ces scènes, ils ont peur de l'hypnose, ils ont peur d'aller voir des hypnothérapeutes par exemple. Alors que c'est pas du tout ça l'hypnose. Ça ne doit pas être réduit à ça. Il y a aussi des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir être hypnotisés à vie. Ça n'existe pas. On sort toujours de l'hypnose. Alors il est vrai que quelquefois j'interviens à la fin de mes ateliers quand la personne est trop bien avec son masque et son casque, elle est voilà, dans cet état de conscience modifié, j'interviens personnellement, mais même si je n'intervenais pas à la fin de l'atelier, la personne au bout d'un moment, elle va enlever son casque et son masque, elle va rentrer chez elle, elle va passer toute sa vie sur le fauteuil. Donc voilà, il y a tout un tas de fausses idées qui circulent sur l'hypnose, alors que l'hypnose dans son principe est très simple, c'est l'hypnose qu'on emploie en anesthésie, en bloc opératoire. Ça consiste à ralentir l'activité corticale cérébrale. Là, au moment où je parle et où on m'écoute, les gens sont à peu près, moi aussi, à 21 Hz de fréquence corticale cérébrale. Si par ces méthodes de relaxation et de respiration, on arrive à ralentir cette activité, on va se retrouver dans des zones aux alentours de 10 Hz, où là, on sera ralenti, on sera dans la suggestion, c'est-à-dire celui qui mène la séance va pouvoir induire des idées ou des pensées qui vont devenir l'hypnose. Ils vont devenir, donc on peut faire voyager les gens, on peut leur faire des activités qu'ils aiment bien faire, en tout cas pour l'anesthésie c'est comme ça que ça fonctionne, et on peut oui, opérer des gens sans produits chimiques, sous hypnose, en s'aidant plus ou moins de produits chimiques, c'est vrai, mais il y a des équipes qui travaillent sans aucun produit chimique et qui arrivent à faire des opérations chirurgicales. Donc on bloque tout ce qui est mental, tout ce qui est conscience analytique cérébrale, ce que moi j'appelle la conscience analytique cérébrale, pour être dans cet état particulier qui est l'hypnose. Mais c'est un état de conscience modifié avant tout, qui permet d'exploiter tous les domaines de la conscience. Est-ce que vous pouvez me lister quelques-unes des principales fausses idées que vous avez pu entendre sur l'hypnose? Les fausses idées qui circulent sur l'hypnose, c'est la domination de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé. Il n'y a aucune domination. On ne peut pas vous faire des actes contre lesquels vous n'êtes pas d'accord, par exemple. On ne peut pas vous faire commettre un viol ou un meurtre sous hypnose, ça n'existe pas. Donc la personne hypnotisée est d'accord pour fonctionner dans le process hypnotique. On ne peut pas rester hypnotisé à vie, ça n'existe pas non plus. Et l'hypnose n'est pas dangereuse, il n'y a aucune contre-indication. Il n'y a aucune contre-indication à une méditation dirigée, par exemple. Aucune contre-indication à la méditation. C'est pour ça que je dis toujours aux participants, n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. On a dépassé 13 000 participants, il n'y a jamais eu un seul incident, et je suis sûr qu'il n'y en aura jamais, parce que ce n'est absolument pas dangereux. Même on pourrait faire venir des enfants, on pose souvent la question, est-ce que les enfants peuvent participer aux ateliers? Ben, oui, si les deux parents sont d'accord. Il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord, évidemment, mais il n'y a aucun danger d'être en état de méditation. On devrait apprendre la méditation à l'école. Je sais que mon ami Frédéric Lenoir, philosophe, a déjà engagé ce projet de méditation à l'école, et c'est très bien, parce qu'on ne médite pas suffisamment dans nos sociétés occidentales, on est tout le temps dans l'analyse, et c'est pour ça qu'on est si malheureux, parce qu'on n'arrive pas à se relier finalement à sa propre conscience. Quelques plus-values que peut apporter l'hypnose? Alors, les ateliers d'hypnose que je propose ouvrent tout un tas de possibles. Il y a des gens qui disent être guéris après ces ateliers. Bon, je n'ai pas d'explication en tant que médecin, je ne comprends pas, mais il y a des gens qui ont des chirurgies qui ont été subies avec certains dégâts, qui ont des douleurs chroniques après ces chirurgies, ou des gens qui sont en soins par rapport à des cancers, etc., et qui se trouvent soulagés au point de vue de leur douleur par la TCH, ou des douleurs chroniques, des douleurs articulaires. Enfin, il y a tout un tas
de retour de ces, j'allais presque dire de ces patients, qui montrent que les ateliers de TCH font du bien aux gens, bon, sans qu'il y ait d'explication. Il y a aussi des gens qui développent des facultés extrasensorielles après ces ateliers de TCH. Par exemple, des gens qui se trouvent reliés à leurs défunts, qui se sentent reliés à leurs défunts après l'atelier de TCH. C'est pour ça que je dis toujours, il y a un avant, un pendant et un après, et l'après est au moins aussi important que le pendant, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, mettons, avec des facultés de magnétiseur après un atelier de TCH. Ils sentent leurs mains chauffées et en même temps ils reçoivent une information comme quoi ils vont pouvoir guérir avec leurs mains maintenant, apporter du soulagement avec leurs mains. Ils font le test et ils s'aperçoivent que ça marche. Donc on modifie sa personnalité parce qu'on est relié à notre hyperconscience en fait. Une conscience qui est supérieure à celle que nous avons à l'état basal. Celle que nous avons à l'état basal, elle est reliée à nos 5 sens, que ce soit la vision, l'olfaction, l'audition, le goût, le toucher, ben, tout ça vont nous donner des perceptions sensorielles qui vont nous analyser dans le temps et dans l'espace pour avoir l'impression que nous sommes nous-mêmes. Si on arrive à ralentir cette activité sensorielle, on va être connecté à l'hyperconscience, aux activités donc extrasensorielles qui sont la médiumnité, la télépathie, la vision à distance, l'intuition, la prémonition et même la guérison. Enfin, tout ce qui est en nous, mais qui est caché par l'analyse de nos perceptions sensorielles. Donc, avec l'hypnose, on arrive à ralentir tout ça pour avoir accès à cet état d'hyperconscience. Vous avez des patients reliés à l'hypnose et à vos différents métiers? Dans mon exercice professionnel, qui est l'anesthésie-réanimation, je fais bien la part des choses. C'est-à-dire que je suis anesthésiste-réanimateur d'un côté et j'ai mon activité d'hypnose et de TCH de l'autre. Et tout est bien étanche. Il faut que ça soit bien étanche parce que bon, j'ai déjà eu des remarques du Conseil de l'Ordre me disant que la TCH n'était pas reconnue comme une thérapie acceptée, donc il fallait bien étanchifier les choses. Un jour peut-être, et j'espère, faire reconnaître la TCH comme une thérapie alternative au deuil. Et ce jour-là, ben, on pourra s'en servir. C'est-à-dire que le docteur Charbonnier pourra dire qu'il fait de la TCH. Mais là, pour l'instant, c'est Jean-Jacques Charbonnier qui fait de la TCH. Parce que je ne peux pas me servir de cette thérapie qui n'est pas reconnue pour pouvoir l'introduire dans le monde médical encore. Mais j'espère qu'il y aura des scientifiques qui vont s'intéresser à mes recherches. Il y aura mes propres recherches que je publie, que je vais publier. Je vais essayer de dégager de ces recherches des publications dans des revues à comité de lecture afin que la TCH soit reconnue comme une thérapie alternative, l'aide au deuil, l'aide à sa propre souffrance par rapport à sa propre finitude. On peut deviner les débouchés que ça peut avoir, par exemple, dans les soins palliatifs. Quand je vois tout le bien que fait la TCH aux gens, je me dis, mais c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc on va faire des formations, il y aura des hypnothérapeutes qui vont être formés à la TCH en relation individuelle, c'est-à-dire avec une relation d'hypnothérapeute à soigné et soignant, donc dans une relation individuelle. Les hypnothérapeutes pourront se servir de la TCH pour calmer les angoisses de la mort et les souffrances du deuil. Voilà. Donc il y a tout ce panel de recherche qui va être mis en place par rapport à la TCH et on voit qu'il y a des ouvertures. Plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il y a des ouvertures sur autre chose. Parce qu'au début, quand j'ai commencé ces ateliers au Canada, j'étais tout seul, et il n'y avait pas mon équipe avec moi, il n'y avait pas le son, il n'y avait pas la musique, enfin il n'y avait pas tout ce qu'on a pu mettre en place depuis que la TCH existe, et la TCH c'est même plus de l'hypnose, c'est autre chose, on se sert de tout un tas de choses, on se sert de la musique, on se sert de ce son qui passe du cerveau droit au cerveau gauche, on se sert aussi des infrabasses, enfin il y a tout un tas de techniques qui ont été donc rajoutées à l'hypnose, dans le principe ericksonien, pour en faire, de confusion, etc., pour en faire la TCH. Ce qu'est la TCH aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas une méthode d'hypnose qui ressemble à la TCH. Donc la TCH a été déposée, c'est une marque déposée, et c'est pour ça qu'on veut la protéger, parce qu'on ne veut pas que ça devienne n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il y aura ces formations d'hypnothérapeutes qui pourront faire de la TCH. Est-ce que vous auriez des articles ou des ouvrages à me suggérer sur l'hypnose et la TCH? Alors les articles, bon, il y a eu quelques articles qui ont été publiés, mais malheureusement les grands médias fuient
tout ce qui n'est pas reconnu. J'ai eu la confidence d'un journaliste qui était emballé, qui voulait faire un sujet sur un grand média sur la TCH, et ça a été le niet, quoi, parce que voilà, et j'ai eu l'explication aussi. Et son explication qu'il m'a donnée, je la trouve valable, parce que c'est pour ça que ça ne passe pas sur les grands médias, parce que tout simplement c'est à cause des annonceurs. Les médias vivent des annonceurs. Donc si on donne, si on fait peur aux annonceurs, Oui. avec Ils vont fuir. des sujets, voilà, qui ne sont pas reconnus encore, eh ben, ils vont fuir. Et comme ce sont les annonceurs qui font vivre les grands médias, eh ben, les grands médias, même si les journalistes ont envie qu'on parle d'un sujet, eh ben, ils vont bloquer parce qu'ils disent non, c'est pas société matérialiste, c'est ça. Donc, comme les annonceurs fuient ce genre de sujet, eh ben, les grands médias fuient aussi ces sujets. Mais alors que les journalistes qui travaillent pour ces médias ont très envie de faire connaître ça. Parce que quand ils assistent par exemple à une séance de TCH, on a fait rentrer les caméras, on a fait rentrer des journalistes parce qu'on n'a rien à cacher, ben, ils ont vu des briefings quand même, ce que vivaient les gens. Et là, ils disent, waouh, il y a un truc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On va en parler, ça va être super. Ils sont très enthousiastes. Et puis, bon, la rédaction dit, non, ça on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que ça, c'est pas reconnu, c'est pas dans les clous. Voilà. Les annonceurs vont fuir ces médias qui projettent ces choses qui ne sont pas reconnues. La TCH, en 3 mots? TCH, transcommunication hypnotique. L'idée, c'est de faire une communication avec ce que moi j'appelle l'hyperconscience. L'hyperconscience par le moyen de l'hypnose. On devient hyperconscient en fait quand on ralentit notre activité cérébrale. Et là où elle ralentit le plus, c'est dans l'arrêt cardiaque. Puisqu'on sait maintenant, depuis mars 2001, les travaux de De Vries et Becker ont montré que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Avec un électroencéphalogramme plat, il est impossible de voir, d'entendre, de comprendre, d'intégrer tout ce que l'on a autour de soi et même à distance. Or, c'est ce qui se passe dans l'expérience. Et 15 secondes, c'est extrêmement court. Parce que dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, dans nos unités de soins intensifs, de réanimation, eh ben, le temps que l'alarme sonne, que l'infirmière arrive, fasse les premiers massages cardiaques et tout, 15 secondes sont passées. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés en SAMU par les services d'urgence, à domicile ou sur la voie publique. Là, ce sont plus des secondes, ce sont des minutes. Donc on peut dire aujourd'hui, en 2019, on peut le dire, il y a des gens qui reviennent de la mort. Il y a d'ailleurs un terme qui a été créé, le terme de ressuscitation. Pas le terme de résurrection, mais ressuscitation. Définition, retour à la vie après des manœuvres de réanimation. Donc si on dit retour à la vie, ça veut bien dire implicitement qu'on conçoit qu'on l'ait perdu à un moment donné. Ou alors il faudra m'expliquer quoi. Donc il y a des gens aujourd'hui, et il y a encore des médecins qui disent non, on ne revient pas de la mort. Alors il y a une confusion aussi qui se fait entre la mort cérébrale et la mort clinique. La mort cérébrale est irréversible. Il ne faut pas que on dise oui, c'est mort clinique, c'est un frein par exemple au don d'organes. Non, c'est faux. Parce que quand on connaît bien la définition, on revient d'une mort clinique, c'est une mort provisoire, ces expériences sont des expériences de mort provisoire, mais on ne revient pas d'une mort cérébrale. Lorsque le cerveau est mort de façon définitive, ça correspond à un certain nombre de critères, et bien là, on ne peut plus revenir dans la connaissance actuelle de la réanimation, c'est-à-dire que là, on peut débrancher un respirateur ou prélever les organes, puisque les organes, eux, continuent à vivre, alors que le cerveau est mort. Donc là, il ne faut pas dire les expériences de mort provisoire empêchent de faire ces transplantations et empêchent de faire ces dons d'organes. Quand on connaît bien la définition, ce n'est pas un argument. Mort clinique et mort cérébrale, ce n'est pas la même chose. La mort clinique est réversible, la mort cérébrale ne l'est pas. D'accord. Ouais. Ces expériences-là, ça va être un frein au don d'organes. Non, c'est pas un frein au don d'organes. Il suffit de bien cadrer les choses, d'expliquer ce qu'est la mort clinique et la mort cérébrale. Est-ce que vous avez des ouvrages ou articles que vous avez écrits que vous me proposerez de lire? Oui, bien sûr. Contacter nos défunts par l'hypnose aux éditions Très Daniel, une nouvelle thérapie pour le deuil, point d'interrogation. Je mets un point d'interrogation. Devenir hyperconscient aussi aux éditions Très Daniel. Et puis aussi un autre qui est aux éditions First, Cette chose.
où j'explique un petit peu mon cheminement. Et je crois que avec ces 3 livres-là, on a à peu près fait le tour de tous les livres d'avant, puisque c'est la synthèse en fait des livres d'avant que j'ai écrits, et ce sont les 3 livres actuellement. Et actuellement, vous êtes en train d'écrire des articles ou d'autres livres? Oui, alors actuellement, là, je vais publier un nouveau livre chez Michel Lafon, qui s'intitule «J'ai voulu envoyer 10 000 personnes dans l'au-delà». Alors c'est un livre avec un titre un petit peu choc et provocateur pour que les gens se disent mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là pour il les a tués ou quoi? Non, qu'ils aient au moins envie De lire. de lire la Tourner la page. 4e de couve et de découvrir mon travail, quoi. En fait c'est l'histoire de la TCH, comment je suis arrivé à faire de la TCH, comment cette aventure incroyable continue, comment elle a ce succès qui nous dépasse complètement. Et c'est l'histoire de la TCH en fait. Ça sera publié quand, vous le savez ou pas? Ça devrait être publié en début 2020. D'accord. Et vous avez des articles que vous êtes en train d'écrire, que vous avez prévu d'écrire plus tard? Il y a plusieurs articles, je publie des chroniques tous les mois dans une revue qui s'appelle la Revue de l'Au-delà, et c'est une revue confidentielle qui est envoyée donc à des personnes qui s'abonnent à cette revue, c'est pas distribué en kiosque. Donc il faut que les gens viennent s'inscrire. Voilà, il faut D'accord. s'inscrire. Il y a la revue Parascience, le magazine Parascience où je publie à chaque sortie une chronique. Il y a le magazine Santé Naturo, qui est un magazine qui est donné gratuitement dans les officines, salons d'attente de médecins ou de pharmaciens, un gratuit. Il y a aussi un certain nombre de projets en cours avec des revues à comité de lecture, mais là, bon, il faut que mon étude statistique soit bien cadrée, parce que je fais à l'issue de chaque atelier remplir un questionnaire aux participants, et ce questionnaire c'est un QCM en fait, où ils mettent des croix en fonction de ce qu'ils ont reçu comme information pendant leur hypnose, et là donc il va falloir explorer tout ça. Il va falloir exploiter et explorer tout ça. Donc là, il y a une étude qui va être mise en place, qui coûte très cher, parce que je vais m'entourer d'une équipe de statisticiens qui vraiment tiennent la route. Et voilà, on a ce projet sur 10 000 questionnaires remplis. Et donc il va falloir encoder tout ça, parce qu'il y a plusieurs items, il y a plusieurs... Voilà, il y a plusieurs études qui peuvent sortir de cette manne qui représente le questionnaire, parce que les gens ne vivent pas que des contacts avec des défunts. Il y en a qui disent ressentir l'existence de monde extraterrestre, avoir des perceptions de monde extraterrestre. Certains disent recevoir des soins énergétiques, d'autres avoir des informations sur leur futur, des informations délocalisées sur voilà, des scènes qui se déroulent à distance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent les valider après, quand même. Donc il y a des choses troublantes, des choses qui se passent au moment même de l'atelier. Donc voilà, avec des scènes bien précises, des choses comme ça. Des réminiscences de vie antérieure, des scènes du passé. On va voir par exemple une scène de son passé qui va être désignée, qui va être visualisée. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont exploitables, et des études scientifiques sur ce sujet, il va y en avoir, j'espère, beaucoup à dégager. Des prochains événements, comme par exemple vos ateliers, Oui. quand est-ce qu'ils auront lieu et où? Alors les ateliers, nous les mettons en place donc le 1er du mois à minuit. On peut s'inscrire sur les ateliers qui se déroulent, les 12 ateliers qui doivent se dérouler 2 mois après. On a un mois de décalage, 2 mois après. Il faut aller très vite, parce que, bon, bien qu'il y ait 40 places par atelier, généralement, à moins de 24 heures, tout est pris. Donc voilà, ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de publicité, on n'a même pas besoin de médias à la rigueur pour faire la promotion de ces ateliers. C'est le bouche à oreille uniquement qui... voilà. Et on a quand même, on assiste actuellement à quelque chose d'assez incroyable. Il y a une prise de conscience et un changement de paradigme. On est vraiment là, en train de changer de paradigme sur le fonctionnement de la conscience. Les gens s'aperçoivent que la conscience n'est pas forcément et nécessairement fabriquée par le cerveau.
Lorsque le cerveau ralentit son activité, ou même annule son activité, comme dans l'expérience de mort provisoire, eh bien, on a une conscience beaucoup plus développée, on devient hyper conscient lorsque notre cerveau s'arrête. Alors, bon, là c'est, je veux dire, là c'est vraiment la démonstration absolue. C'est comme si on disait qu'une voiture va plus vite quand le moteur est arrêté, on est bien obligé de reconnaître que ce n'est pas le moteur qui fait avancer la voiture, hein, elle va plus vite. Et là, quand le cerveau ralentit ou s'arrête, eh ben, on a une conscience qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus performante. Donc là, on est en train de changer de paradigme. Et je m'aperçois que ce changement de paradigme sur la conscience délocalisée, sur la conscience intuitive extra-neuronale, je l'appelle comme ça, eh bien, il commence à faire l'unanimité dans le monde scientifique ouvert à, comme les physiciens quantiques, ouvert à cette éventualité. On a fait le 28 septembre dernier un colloque international au Grand Rex où le sujet c'était la conscience et la santé, la conscience et la guérison. Il y avait le professeur Blackburn, prix Nobel de médecine, qui nous a démontré, et il y avait eu un prix Nobel quand même, que la méditation augmentait la taille des télomères. Les télomères, ce sont ces brins d'ADN inactifs qui sont au-dessus des chromosomes et qui protègent les chromosomes. Plus ces télomères sont épais, plus les chromosomes sont protégés. Et le vieillissement n'est autre que finalement l'amincissement de cette couche de télomères au-dessus des chromosomes. C'est pour ça qu'émergent les maladies, les cancers, etc. Et bien, le professeur Blackburn a montré de façon objective, et elle nous a démontré ça de façon magistrale au Grand Rex, devant 2500 personnes, et quand même ça montre que les gens s'intéressent à ça, que la méditation avait une action positive sur la santé. Moi j'ai présenté mes résultats en TCH par rapport à la guérison. Et j'ai présenté des cas de personnes qui ont été guéries de pathologies au cours d'une seule séance de TCH. Donc je veux dire là, on est en train de découvrir que nous avons cette possibilité en nous de guérison. On a la possibilité en nous de devenir malade. On peut devenir malade si on le souhaite, entre guillemets. Mais on peut aussi guérir si on le souhaite. On pourrait aussi guérir si on le souhaite, à condition de mettre en action cette hyperconscience, à condition de savoir méditer, à condition de savoir ralentir cette activité cérébrale qui me rend malade souvent. Parce que dès qu'on se réveille le matin, ça y est, on la met en route. On analyse tout, jusqu'au moment où on se couche. Qui médite, qui prie actuellement? Très peu de personnes. Donc les expériences transcendantes qui s'obtiennent en méditation, en prière ou avec certains artifices comme l'ayahuasca ou l'iboga ou des expériences chamaniques avec des tambours ou l'hypnose. Oui. Et bien là, on a cette possibilité de reconnexion à notre hyperconscience qui a la possibilité de nous rendre plus heureux, plus en joie, plus dans le bonheur et aussi, ça va ensemble, la possibilité de rester en bonne santé et même de guérir. Et du coup, on peut dire plus vous méditez et plus vous préservez votre santé. Exactement. Plus on médite, plus on préserve sa santé et plus on a de chances de guérison. Est-ce que vous avez un ou plusieurs sites où on peut voir vos publications, le résultat de vos recherches? Vous avez des sites à vous? Oui. Alors, il y a bien sûr mon site www.charbonnier.fr. Il y a aussi le site de ces ateliers www.abctalk.fr. Et puis, il y a aussi le site de mon institut, Institut de recherche et de communication sur la conscience intuitive extra-neuronale, l'IRCCIE, irccie.com. Et là, on trouve donc le descriptif de ces ateliers. Il y a aussi la liste des hypnothérapeutes qui veulent nous rejoindre. Donc on a fait ça tout simplement parce qu'il y avait des participants à ces ateliers qui disaient moi je ne suis pas trop arrivé quand même à rentrer dans le truc parce que j'étais tout le temps en train d'analyser. Et on n'a pas 100% de résultats. Donc il y a des hypnothérapeutes qui peuvent faire travailler les gens. On peut méditer soi-même, se mettre en état d'auto-hypnose, mais la meilleure façon de le faire, c'est avec un coach. Un coach qui va s'adapter à notre personnalité, à nos progrès. Et les meilleurs coachs, ce sont les hypnothérapeutes. Donc pour faire ça, on a mis en place une liste d'hypnothérapeutes qui sont d'accord pour faire ce travail. Il suffit d'être hypnothérapeute, en exercice, et d'avoir fait au moins une TCH.
Donc là, il y a un formulaire à remplir sur le site de notre institut, l'IRSI, et on figure tout simplement sur ce site. C'est pour éviter que les gens se cassent le nez, parce que si vous avez fait une TCH qui n'a pas trop bien marché, ou s'il y a des souvenirs que vous voulez retrouver de votre TCH, parce que bien souvent, il y a des gens qui sortent de là et disent « mais c'est rien passé, ça a duré 10 minutes, je me souviens de rien ». Et ça revient après. Ça revient après lorsqu'ils se mettent en état de méditation, ou quand ils ne savent pas le faire, eh bien, il faut qu'ils se fassent aider. Donc, pour éviter que les gens qui veulent faire ce travail de recherche se cassent le nez sur des hypnothérapeutes, parce que tous ne savent pas ce que c'est que l'hypnose spirituelle ou la TCH. Donc imaginons le dialogue, oui, j'ai fait une TCH, quoi, vous avez fait quoi, voilà, il ne va pas comprendre. Donc, pour éviter cet écueil, on a mis en place cette liste. Il y a aussi les formations de TCH qui vont être mises en place en 2020, donc l'année prochaine. Et tout sera sur le site de l'Institut. Institut de recherche de communication sur la conscience intuitive extrêmement là, l'IRSI. Il y a un congrès sur les deuils et dimensions invisibles prévu le week-end du 3 mars, il me semble. Vous allez y participer. Pouvez-vous nous parler de ce congrès? Les ateliers que je propose de transcommunication hypnotique ont une action positive sur la douleur du deuil et sur les souffrances par rapport à sa propre finitude. Donc on peut deviner les applications qu'il peut y avoir dans les soins palliatifs et aussi lors des deuils particulièrement difficiles à traverser. Donc la TCH, la transcommunication hypnotique, peut apporter un bienfait. Et j'espère la faire reconnaître un jour comme étant une médecine alternative, pourquoi pas, par rapport à tout l'arsenal thérapeutique que l'on a et qui est très faible, mis à part les psychotropes, hein, et mis à part les séances chez le psy, pour les deuils, on n'a pas grand-chose. Donc là, c'est un des moyens. En France, on a 2 records. Premier record, le record de consommation de psychotropes par habitant. On est les premiers. Le deuxième, on est un pays spirituellement sous-développé. Je crois que les deux sont liés. La TCH peut être une alternative. Et vous allez lui en parler lors du congrès? Lors de ce congrès, je vais exposer les résultats de mes recherches. 13 000 participants aux ateliers de TCH quand même. C'est assez considérable. Pour l'instant, on n'a que les chiffres sur le premier millier de TCHistes, mais déjà, sur le premier millier de TCHistes, 67% des personnes ont coché la case « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt et ce contact les a apaisés ». C'est un vécu subjectif, je suis d'accord, on ne peut pas démontrer que c'est réel, mais au moins ça fait du bien. Et c'est ça que j'ai envie de partager lors de ce congrès sur le deuil. 3 et 4 mars. Vous allez intervenir sur les 2 jours ou sur qu'un seul jour? J'interviendrai lors de ce colloque le 3 et le 4 mars, premièrement pour présenter ce qu'est la TCH et ce qu'elle apporte aux gens dans la douleur du deuil, et deuxièmement aussi, ça va être très intéressant, cette table ronde que je vais partager avec des gens que j'estime beaucoup, comme le professeur Lauré, ou d'autres intervenants, et on va pouvoir partager, croiser nos expériences qui sont totalement différentes. Lui, il le fait plutôt sur le concept matérialiste du cerveau qui expliquerait toutes les expériences, et moi je le fais plutôt d'une autre façon. Et on va pouvoir croiser nos expériences en bonne intelligence, et ça c'est quand même formidable. Donc on bloque la date pour le 3 et 4 mars absolument. Au congrès Deuil et Dimensions Invisibles. Ce sera à Liège, c'est ça, en Belgique? Ça sera, oui, à l'université de Liège. Save the date, le 3 et le 4. Ça marche. Bon, merci beaucoup, Dr Charbonnier, Jean-Jacques pour les intimes, oui, de nous avoir reçus et de toutes ces informations. À bientôt pour de nouvelles publications et résultats de vos recherches. Merci beaucoup de votre accueil, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.